La nuit de l'accident était un jeudi de juillet, un moment où le ciel de Des Moines, dans l'Iowa, était lourd de nuages bas et où l'air portait l'odeur métallique d'un orage qui n'avait pas encore éclaté. C'était le genre de nuit où la chaleur de l'asphalte s'élevait comme un fantôme et où les feux de circulation clignotaient à des carrefours vides, donnant à la ville l'impression d'être une version plus petite et plus fatiguée d'elle-même. Caleb Foster sortait d'une réunion qui avait duré près de 6 heures dans une salle de conférence aux murs de verre, au 12e étage d'un immeuble commercial. Il était le PDG de l'un des plus grands conglomérats agricoles du Midwest, un homme dont le nom était synonyme de pouvoir et de récolte. Pourtant, il avait l'air las en jetant sa veste de costume sur la banquette arrière et en desserrant sa cravate de plusieurs centimètres sous son col. Il était épuisé, irritable, et il tenait son téléphone à la main alors que ses deux mains auraient dû être fermement sur le volant. Le message auquel il essayait de répondre venait de sa femme, Marilyn. Elle avait écrit qu'il devait me parler, que les choses ne pouvaient pas se continuer dans ce silence glacial, et que leur fille Violet allait avoir 3 ans dans 2 jours. Un fait qu'il semblait avoir oublié dans la frénésie des prix des céréales et de la logistique. Il y avait un point à la fin de cette dernière phrase qui semblait plus lourd qu'une virgule ne devrait jamais l'être. Il avait tapé la moitié d'une réponse, l'avait effacée et avait recommencé. Il ne l'a jamais terminé. Le camion est arrivé par la gauche, dévalant un rond-point mal indiqué du mauvais côté de la route, et l'impact a été si violent que la voiture de Caleb a tourné 3 fois sur elle-même avant de percuter la glissière de sécurité. Mais le son était irréel. Le crissement du métal déchirant le métal, l'implosion du verre dans l'habitacle. Il y eut un cri court et aigu de Marilyn sur le siège passager. Un cri qui a commencé mais ne s'est jamais terminé. Marilyn est morte avant que les secours n'aient pu atteindre l'épave. Caleb a été transporté d'urgence inconscient au centre médical méthodiste de l'Iowa. Il souffrait d'un grave traumatisme crânien, de 3 côtés cassés et d'une pression intracrânienne dangereusement élevée. Les médecins ont dit à la famille qu'il y avait une chance très réelle qu'il ne se réveille jamais. Et même s'il le faisait, il y avait des questions sur son état mental auxquelles seul le temps pourrait répondre. Le téléphone de Caleb gisait sur l'asphalte, son écran brisé en une forme d'étoile. Le message de Marilyn était toujours ouvert, toujours sans réponse. Un fantôme numérique sous la pluie. À la maison, Violette était avec la nounou, Rose. Rose avait 52 ans et travaillait pour les Foster depuis 4 ans. C'était une petite femme aux cheveux grisonnants attachés en un chignon bas. Sa façon silencieuse de se déplacer était perçue par les enfants comme une forme de sécurité absolue. Rose a reçu l'appel téléphonique alors qu'elle était dans la cuisine, en train de faire chauffer du lait pour Violette. Elle a entendu les mots à l'autre bout du fil, a raccroché, et est restée complètement immobile pendant une longue minute, la petite casserole de lait à la main. Elle a fixé la flamme bleue de la cuisinière comme si c'était la seule chose réelle qui restait dans un monde qui venait de s'effondrer. Finalement, elle est allée dans le salon, a pris Violette avec grand soin pour ne pas la réveiller, et s'est assise sur le canapé. Elle laisse rester là, la tête de l'enfant endormie sur son épaule, mais ses yeux étaient fixés sur le lustre en cristal suspendu au plafond du manoir. Une absurdité scintillante de beauté dans un moment qui n'avait aucune place pour la beauté. Elle a ensuite appelé la belle-sœur de Caleb, Eleanor Foster, le parent le plus proche dans la ville. Eleanor est arrivée 40 minutes plus tard. Le moteur de sa voiture cliquetait encore sous l'effet de la chaleur et son rouge à lèvres était parfaitement refait. C'était comme si elle venait d'un engagement qu'elle avait interrompu, mais qu'elle ne voulait pas abandonner complètement. Elle avait 50 ans, ses cheveux toujours coiffés d'une coupe qui paraissait chère parce qu'elle l'était, et elle entrait dans les pièces comme si elle les inspectait en vue d'un héritage. Elle a regardé Violet, toujours endormie sur l'épaule de Rose, et a annoncé d'une voix ferme qu'elle s'occuperait de tout, qu'elle savait ce qu'il fallait faire. C'est à ce moment précis que Chloe Taylor est entrée par la porte de derrière avec un seau et une serpillière, prête pour le nettoyage du soir qu'elle effectuait tous les jeudis. Elle ne savait rien. Elle venait de descendre du bus au coin de la rue, avait marché les 7 minutes jusqu'au portail avec ses écouteurs autour du cou et portait un petit sac en tissu contenant son dîner. Chloé avait entré le code au portail, sorti son seau du placard de service et poussé la porte de la cuisine sans se rendre compte que le monde avait changé d'axe au cours des 2 dernières heures. Elle a vu Rose, le visage bouffi par les larmes. Elle a vu Eleanor au téléphone,
sa voix autoritaire gérant la crise comme une fusion d'entreprises. Elle a vu la maison qu'elle connaissait si bien soudainement transformée en un lieu de silence lourd et de tension, semblable au changement de pression atmosphérique avant une tornade dévastatrice. Rose lui a raconté d'une voix basse et tremblante ce qui s'était passé. Chloé est restée immobile, le seau à la main, en écoutant. Elle n'a pas dit un mot pendant un long moment. Elle a regardé Violette, dont les boucles sombres se déversaient sur l'épaule de la nounou. Sa joue était pressée contre le tissu du chemisier, ses lèvres entr'ouvertes dans le souffle profond et sans peur d'un enfant endormi. Chloé a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle avait vu cet enfant grandir, avait nettoyé sa chambre des centaines de fois, avait trouvé des jouets sous le lit et des ours en peluche oubliés derrière la table de nuit. Elle avait entendu le rire de Violet résonner dans les couloirs de marbre pendant qu'elle nettoyait les sols. Le genre de rire si complet qu'on a l'impression qu'il pourrait fissurer le plafond. Parfois, Violet se tenait dans l'embrasure de la porte et regardait Chloé travailler, avec de grands yeux bruns pleins de cette curiosité tranquille que seuls les enfants possèdent. Une curiosité sans jugement ni hiérarchie. Une fois, Violet s'était approchée d'elle et lui avait offert un unique biscuit salé, les deux petites mains tendues, son expression si sérieuse comme si elle offrait la chose la plus précieuse au monde. Chloé l'avait accepté et avait souri d'un sourire sincère, venu d'un endroit plus profond que sa politesse professionnelle habituelle. Eleanor a terminé son appel et a annoncé « sur un ton qui ne laissait aucune place à la discussion, que Violet serait emmenée chez elle cette nuit-là. Elle a affirmé avoir déjà contacté les avocats, qu'une procédure de tutelle temporaire était en cours et que l'enfant ne pouvait pas rester dans cette maison sans un tuteur légal présent. Elle parlait de normes, de procédures et de la manière correcte de faire les choses. Rose a hoché la tête avec lassitude, son énergie épuisée, incapable de discuter avec quelqu'un qui avait pris sa décision avant même d'entrer dans la pièce. Chloé n'a rien dit. Mais quand Eleanor est allée à la voiture pour chercher une valise et que Rose est allée à la salle de bain pour se laver le visage, Chloé s'est approchée du canapé. Elle a regardé la fillette endormie et quelque chose en elle a pris une décision que son esprit n'avait pas encore tout à fait assimilée. Elle a posé son seau en silence, s'est assise à côté de l'enfant et est restée là. Quand Eleanor est revenue, elle a trouvé la femme de ménage assise à côté de Violet avec une expression calme et déterminée qui ne correspondait pas à son statut social. C'était le regard de quelqu'un qui avait décidé quelque chose et qui avait fini d'en discuter. Eleanor a haussé un sourcil, lui demandant si elle était toujours là. Chloé a répondu qu'elle l'était et a suggéré que la fillette ne devrait pas être déplacée cette nuit-là. Elle a soutenu que ce serait traumatisant pour l'enfant de se réveiller dans un endroit inconnu après la nouvelle qu'elle devrait recevoir le lendemain matin. Eleanor a ouvert la bouche pour lancer une réplique cinglante, mais Violet a bougé dans son sommeil, émettant un petit bruit d'inconfort. Ses petits doigts se sont refermés sur le pouce de Chloé avec une force infime mais absolue, comme si même dans son sommeil, l'enfant savait exactement où se trouvait la seule chose solide à cet instant. Eleanor a fixé la scène pendant une longue et inconfortable seconde. Il y avait quelque chose dans ce lien qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer. Elle a marmonné qu'elle reviendrait le matin et est partie. Rose est partie peu de temps après également, promettant de revenir tôt, son soulagement visible alors qu'elle transférait la responsabilité à quelqu'un d'autre sans l'admettre. Et c'est ainsi que Chloé est restée avec une enfant de 3 ans qui n'était pas la sienne, dans un manoir qui n'était pas le sien, une nuit qui avait fendu le monde en deux. Elle n'est pas partie. Pas cette nuit-là, ni la semaine suivante, ni dans les mois qui ont suivi. Cette première nuit, Chloé n'a pas dormi. Elle est restée assise sur le canapé avec Violette allongée à côté d'elle, les yeux ouverts dans l'obscurité de l'immense salon. Elle écoutait la respiration de l'enfant et les bruits lointains de la ville, le grondement d'un camion sur l'autoroute, un chien aboyant à quelques rues de là, le vent dans les chênes de l'Iowa. La nuit, le manoir était un endroit complètement différent de ce qu'il était le jour. Le jour, c'était un lieu de travail. Des surfaces à polir, des sols à cirer, des fenêtres à nettoyer. La nuit, les lumières éteintes et le silence s'emparant des couloirs de marbre, il semblait être une entité vivante et respirante, pleine d'ombres qui avaient des formes mais pas de nom.
Chloé a pensé à ce qu'elle avait fait. Elle a pensé à ce qu'elle ferait quand Eleanor reviendrait, et elle a pensé à Caleb Foster dans un lit d'hôpital avec des tubes dans la gorge. Elle a pensé à Marilyn, qu'elle n'avait vue que quelques fois. Une femme belle et occupée, toujours au téléphone, laissant une traînée de parfum cher dans le couloir. Elle était morte maintenant, sur l'asphalte d'une rocade. Et puis elle a pensé à Violette, la fillette qui offrait des biscuits salés et dessinait des papillons sur le miroir. Ce que Chloé ressentait cette nuit-là n'était pas encore tout à fait de l'amour. Il était trop tôt pour ça. C'était plutôt une reconnaissance, la sensation étrange que cet enfant était entré sur son chemin d'une manière qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle savait au plus profond d'elle-même qu'elle ne pouvait ignorer. Quand l'aube s'est levée, Violette s'est réveillée, s'est retournée et a vu Chloé. Elle a demandé d'une voix pâteuse de sommeil si Chloé était restée toute la nuit. Chloé a dit que oui. Violette a assimilé cela avec la gravité d'un petit enfant, puis a demandé s'il y avait un petit déjeuner. Chloé est allée dans la vaste cuisine et a préparé le petit déjeuner. Elle a trouvé du pain, du beurre, du lait et des bananes. Elle l'a fait avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque tiroir et chaque étagère, parce que c'était le cas. Elle les avait nettoyés des centaines de fois. Violet s'est assise dans sa chaise haute et a mangé avec appétit, ses petites jambes se balançant, ne demandant pas encore sa mère. La prise de conscience n'avait pas encore atteint cette partie de son esprit. Le moment de vérité est arrivé le mercredi suivant. C'était un après-midi où Chloé pliait les petits vêtements de Violette dans le salon. La fillette est apparue dans l'embrasure de la porte, avec une expression différente, ses yeux grands ouverts d'une sorte de confusion spécifique qui se transformait rapidement en douleur. Elle a dit « Maman ne revient pas ». Ce n'était pas une question. Chloé s'est arrêtée, un petit t-shirt dans les mains. Elle a regardé cet enfant de 3 ans qui venait de découvrir la vérité la plus lourde qui soit, et elle a senti sa gorge se serrer. « Non, ma chérie », a-t-elle dit aussi calmement qu'elle le pouvait. Maman est partie. Violet est restée immobile un instant, puis a traversé la pièce, a serré les jambes de Chloé de toutes les forces de son petit corps et s'est mise à pleurer. Ce n'était pas le cri d'un enfant qui veut d'un jouet. C'était un sanglot profond et guttural de quelqu'un qui comprenait que certaines pertes ne peuvent être réparées. Chloé s'est assise par terre et l'a serrée dans ses bras. Ce que Chloé a fait dans les semaines qui ont suivi n'était pas planifié. Il n'y avait pas de stratégie, aucune articulation consciente qu'elle allait rester et élever cet enfant. Il y avait simplement l'heure suivante, puis celle d'après. Il y avait une enfant qui pleurait sa mère, qui se réveillait à 3 heures du matin avec des cauchemars et qui trébuchait dans le noir jusqu'à la chambre de service où dormait Chloé. Violet se tenait dans l'embrasure de la porte avec un ours en peluche, les yeux écarquillés de terreur, jusqu'à ce que Chloé se réveille, allume une faible lumière et la ramène au lit. Parfois, Chloé s'endormait sur la chaise à côté du lit et se réveillait avec un torticolis et une étrange bonne fatigue, la lassitude de quelqu'un qui était vraiment nécessaire à elle. Elle a continué à nettoyer la maison, mais désormais en tant que résidente, sa brosse à dents dans la salle de bain de service et ses quelques vêtements sur un crochet derrière la porte. Ses journées n'étaient plus occupées par la serpillière et l'aspirateur. Elles étaient occupées par Violette à lui donner des bains avec un shampoing à la fraise qui faisait trop de bulles et provoquait des drames quand il entrait dans ses yeux. Préparer le petit déjeuner tout en négociant la politique complexe des œufs. Violet les voulait brouiller les lundis et mercredis, mais jamais les vendredis. Chloé a appris la logique interne de l'esprit d'un tout petit. Elle a inventé des histoires sur une fille avec des ailes de papillon qui poussaient la nuit et un lion qui avait peur du noir mais ne le disait à personne. Elle s'asseyait par terre et assemblait des puzzles pendant que la fillette parlait sans fin d'une poupée perdue. Quand Chloé a finalement trouvé la poupée derrière la table de nuit, poussiéreuse et à l'envers, elle l'a nettoyée et a arrangé ses cheveux, la présentant à Violet avec une cérémonie qui reconnaissait à quel point c'était important. Eleanor venait régulièrement, généralement le mardi et parfois le jeudi. Elle était toujours bien habillée, portant toujours un dossier de documents ou parlant au téléphone de l'affaire, comme si Violette était un dossier ouvert qu'il fallait fermer. Au début, elle a essayé d'être amicale, parlant à Violette d'une belle nouvelle chambre qu'elle avait préparée avec de nouveaux jouets et une école maternelle chic à proximité. Violette écoutait avec une expression fermée, puis se dirigeait vers Chloé, se tenant à ses côtés sans un mot, comme un oiseau qui sait exactement où se trouve le nid.
Puis vint un après-midi tendu en août, avec une chaleur à fendre les pierres, quand Eleanor est arrivée avec une assistante et a essayé de prendre Violette par le bras, disant qu'il y avait des papiers signés et une décision à appliquer. Violette s'est agrippée à la taille de Chloé avec une force qui défiait sa taille, en hurlant. C'était le cri d'un petit être qui disait « Ne m'emmenez pas d'ici, ne me séparez pas de ça ». Chloé est restée là, les mains sur le dos de la fillette, et a regardé Eleanor avec une expression qui n'était pas de la colère. La colère aurait été plus facile à gérer. C'était simplement de la fermeté, la résolution de quelqu'un qui ne bougerait pas. Chloé s'est dit « Elle a raison. Je n'ai aucun droit légal sur cet enfant, aucun papier signé, aucun lien reconnu, rien. » Mais Violette ne lâchait pas, et Chloé n'a pas bougé ses mains. Eleanor est partie sans l'enfant, mais les conséquences ont suivi. Les avocats d'Eleanor ont contacté Chloé la semaine suivante. Une femme nommée Fiona Quinn a appelé, avec une voix habituée à gagner les débats. Elle a expliqué avec une froideur clinique que Chloé n'avait aucun statut légal, que sa présence était techniquement une violation de propriété et que la famille était prête à offrir un règlement généreux et juste si elle coopérait à la transition. Chloé a écouté tout le discours sans l'interrompre. À l'autre bout du fil, il y a eu un silence, l'attente d'une réaction qui n'est pas venue. Finalement, Chloé a parlé. Quand Caleb se réveillera, il pourra décider. D'ici là, je ne vais nulle part. Il y a eu une longue pause. Fiona Quinn a demandé si elle réalisait qu'il y avait une forte probabilité que M. Foster ne se réveille jamais. « Je sais », a répondu Chloé, « mais je préfère croire qu'il le fera. » Elle a raccroché et a fixé le mur pendant un long moment. C'était le mur de l'office de service, avec sa peinture beige délavée, et un calendrier de l'année précédente que personne n'avait pris la peine d'enlever. Puis elle est allée dans la chambre de Violet. La fillette essayait de dessiner un papillon sur une feuille de papier blanche avec un feutre rouge, car elle avait perdu les autres couleurs. « C'est joli ?» a demandé Violette. Les ailes étaient de travers et le corps était un cercle comme une pomme de terre, mais c'était intense et rouge. « Parfait », a dit Chloé. Chloé Taylor était née dans une petite ville du sud de l'Iowa, dans une maison de 3 pièces. Elle était la fille d'une blanchisseuse et d'un ouvrier du bâtiment qui était mort d'une crise cardiaque quand elle avait 12 ans, laissant la famille avec une petite dette et un grand vide. Elle avait grandi en apprenant que le monde ne donnait rien gratuitement, que le travail était la seule monnaie qu'elle pouvait offrir avec constance et que se plaindre était inutile car personne n'écoutait de toute façon. Elle avait été une bonne élève dans son école publique, du genre à faire ses devoirs et à comprendre les leçons sans qu'on ait à lui répéter. Mais on ne la remarquait jamais. Il y avait toujours quelqu'un de plus bruyant ou de plus présent pour être remarqué en premier. C'était une invisibilité qu'elle n'avait pas choisie, mais à laquelle elle s'était habituée avec une résignation pratique et sans drame. Elle était arrivée à Des Moines à 22 ans, avec un sac à dos en toile bleue usé, l'adresse d'un cousin qu'elle connaissait à peine, et les économies de 2 ans de travail dans des restaurants et des marchés. Elle avait travaillé dans des boulangeries et finalement comme femme de ménage pour une société de services qui s'occupait de domaines haut de gamme. La première fois qu'elle était entrée dans le manoir des Foster, elle avait regardé le lustre en cristal et pensé qu'il y avait tant de beauté dans la maison, mais si peu de vie. Elle l'avait nettoyé semaine après semaine avec l'efficacité discrète de celle qui avait appris à être un fantôme dans des pièces qui ne lui appartenaient pas. Elle avait appris les habitudes de la maison, les préférences sur la façon de gonfler les oreillers, tout cela par l'observation. Elle avait vu Caleb passer devant elle des centaines de fois sans un seul regard, sauf une fois. Un vase à orchidées blanc avec des détails dorés était tombé parce que Chloé avait trébuché sur le fil de l'aspirateur dans le couloir. C'était une erreur mineure mais mortelle qui a résonné dans le manoir silencieux un mercredi après-midi. Elle était à genoux sur le marbre, ramassant les éclats avec ses mains, le cœur battant, certaine qu'elle allait perdre son emploi. Caleb marchait vite, s'est arrêté, l'a regardé par terre et a dit « Ne vous en faites pas, il était moche de toute façon. » Puis il s'était éloigné. Elle était restée là une seconde de plus à assimiler cela. Ce n'était presque rien. Une phrase de 2 secondes d'un homme qui l'avait probablement oublié avant d'atteindre le bout du couloir. Mais dans son monde d'invisibilité, ces 2 secondes avaient suffi à lui faire voir en lui quelque chose de plus que du pouvoir et de la distance. Elle y pensait parfois pendant les mois du coma. Elle allait à l'hôpital chaque semaine avec Violette. Elle avait décidé, avec son intuition pratique,
que la fille devait voir son père même s'il ne pouvait pas la voir. Elle sentait qu'il était important de maintenir ce lien physique et réel en vie. Elle s'asseyait sur la chaise près du lit avec Violet sur ses genoux et regardait Caleb, connecté à des moniteurs. Ce jeune homme paraissant encore plus jeune dans sa vulnérabilité, réduit à une respiration assistée. Son visage s'était aminci. Ses mains, que Chloé avait autrefois remarquées comme étant celles de quelqu'un qui ne faisait jamais de travail manuel, étaient calmes sur les draps de l'hôpital. Violet tendait une petite main et touchait le bout de ses doigts. « Réveille-toi, papa, » disait-elle. Chloé regardait par la fenêtre, puis les nuages de l'Iowa, car la scène la désarmait d'une manière qu'elle ne pouvait gérer. Les mois passèrent avec l'étrange logique d'une routine formée autour d'une crise. Septembre devint octobre et octobre devint novembre. Violet a eu 4 ans lors d'une petite fête que Chloé a organisée avec des choses du garde-manger et quelques décorations qu'elle a achetées avec son propre argent. Le salaire provenant de la succession de Caleb continuait d'être versé sur son compte en raison d'un instrument juridique gérant ses biens pendant son incapacité. Il y avait un gâteau au chocolat en forme de cœur, légèrement de travers, mais qui sentait merveilleusement bon. Il y avait des serpentins roses et une nouvelle poupée que Chloé avait choisie avec soin dans un magasin du centre-ville, testant laquelle avait les cheveux les plus doux. Violet avait serré la poupée dans ses bras et dit « Regarde, elle me ressemble. » Chloé a regardé les boucles sombres et les yeux bruns de la poupée et a pensé que oui, c'était vrai. Eleanor a essayé 2 fois de plus d'emmener Violette. À la deuxième tentative, elle est arrivée avec une assistante sociale qui a observé l'environnement et a parlé à Violette, assise par terre. L'assistante sociale avait une patience professionnelle. Après avoir écrit dans son carnet, elle a dit à Chloé à voix basse qu'elle noterait que l'enfant avait un lien affectif fort avec la personne qui s'en occupait et que toute rupture brutale serait contre-productive pour son développement. Eleanor est partie furieuse. Chloé a fermé la porte, s'est agenouillée au niveau de Violette et l'a regardée dans ses yeux bruns. « Tu n'as pas à avoir peur. Je suis là. »« Tu promets ?» a demandé Violet avec le sérieux d'un enfant qui prend les promesses au pied de la lettre. « Je promets », a dit Chloé, et elle a tenu sa promesse. Chaque jour qui passait était l'accomplissement de cette promesse. Il y avait des nuits où Chloé s'asseyait sur le porche arrière du manoir après que Violette se soit endormie. Le porche avait des meubles en tech qu'elle avait appris à aimer, donnant sur le jardin qu'elle avait commencé à entretenir elle-même, car le jardinier avait cessé de venir et personne n'avait engagé de remplaçant. Elle arrosait les plantes et taillait ce qu'elle savait tailler, laissant le reste pousser à l'état sauvage. Le jardin est devenu moins entretenu et plus vivant. Durant ces nuits, avec le vent chaud de l'Iowa faisant bruire les feuilles de chêne, elle se demandait ce qu'elle faisait. Pas avec angoisse. Elle n'était pas faite pour ça, mais avec l'honnêteté sèche de sa vie pratique. Elle avait eu une vie en dehors de cette maison autrefois, un appartement avec une colocataire, des amis avec qui elle avait perdu contact, car il n'y avait aucun moyen d'expliquer sa vie actuelle sans que cela paraisse étrange. Elle avait suspendu sa propre existence et elle savait qu'elle ne l'attendrait pas exactement comme elle l'avait laissé. Pourquoi? La réponse courte était Violette. L'amour pour cet enfant était réel et avait grandi chaque jour d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Mais il y avait autre chose aussi. Une obstination ancienne et irrationnelle qui refusait de reculer face à une injustice qu'elle pouvait reconnaître, même si elle ne pouvait pas la nommer. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans un monde où un enfant qui avait tout perdu pouvait être déplacé par le décret de ceux qui ne l'aimaient pas vraiment. Et elle s'avouait, seulement dans ses silences les plus profonds, qu'il y avait une pensée pour Caleb, pour ce qu'il serait s'il se réveillait, pour ce qu'il penserait en le découvrant. Elle repoussait cette pensée, mais elle revenait toujours. C'était un matin de juin, avec le soleil d'été du Midwest filtrant à travers les stores, quand le téléphone a sonné. C'était le numéro de l'hôpital qu'elle avait mémorisé. Son cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Mademoiselle Taylor. C'était le docteur Henry Sterling, le neurologue. Monsieur Foster y montrait des signes de réponse aux stimuli ce matin. Nous lui avons demandé d'ouvrir les yeux, il l'a fait. Nous lui avons demandé de serrer une main, il l'a fait. Chloé a dû s'asseoir. Elle s'est assise sur une chaise et a regardé le mur. Il revient. Il est tôt pour des garanties, a dit le médecin. Mais les signes sont très positifs. Nous sommes prudents mais optimistes. La famille devrait venir. Chloé est restée immobile un instant,
regardant Violet qui dormait avec sa poupée. Elle a pensé, « Et maintenant? » Puis elle a pensé, « Maintenant, nous allons à l'hôpital. » Elle a réveillé Violette. Elle l'a aidée à s'habiller et elles ont pris le bus. Chloé a tenu la main de la fillette et a essayé d'organiser le chaos dans sa poitrine. Elle n'y arrivait pas, alors elle a cessé d'essayer. Caleb Foster s'est réveillé du coma avec la sensation d'avoir dormi une éternité et que le monde avait continué de tourner sans sa permission. Ce n'était pas un réveil soudain comme dans les films. C'était un processus lent et terrifiant de couches qui se retiraient. D'abord, un brouillard trop épais pour être percé. Puis, une lumière qui faisait mal, puis des sons lointains et très proches à la fois, comme si les lois de la physique ne s'appliquaient plus. Un tube a été retiré de sa gorge par des mains douces et il a toussé pendant ce qui a semblé être des années. Chaque toux était une douleur qu'il ne pouvait pas localiser. Quand le brouillard s'est enfin dissipé, le premier visage qu'il a vu clairement était celui du docteur Sterling. « Bon retour, Monsieur Foster. » Caleb a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Sa gorge était une chose rêche et inconnue. Il a réessayé, produisant un son rauque sans mots. « Doucement, » a dit le médecin, « votre corps a beaucoup souffert. » Le temps, le mot sonnait étrange. Caleb ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Il a essayé de se souvenir de la dernière chose, la réunion, la chaleur, le rond-point, le message de Marilyn. Il a senti un poids dans sa poitrine qui n'était pas physique. Marilyn. Il l'a vu sur le visage du médecin avant même de demander. Il y avait une gentillesse particulière dans la façon dont le docteur Sterling le regardait. La gentillesse de quelqu'un qui a eu cette conversation de nombreuses fois et sait qu'il n'y a pas de bonne façon de la voir. Il a fallu 3 jours à Caleb pour tout comprendre. Marilyn était partie. Eleanor était venue et avait pleuré. De vraies larmes, du genre qu'elle gardait pour les situations qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle a parlé de procès, d'héritiers et d'une succession qui avait été ouverte. Des avocats sont venus avec des papiers. Le kinésithérapeute est venu pour évaluer les dommages neurologiques. Caleb a réalisé qu'il avait oublié certaines choses, des noms de personnes qu'il devrait connaître, des événements de l'année précédant l'accident. Le médecin a dit qu'il était attendu que les souvenirs reviennent avec le temps, bien que certains fragments puissent rester perdus pour toujours. Il y avait un grand vide sombre là où Marilyn devrait être. Ce n'était pas exactement de l'oubli. C'était une absence. Il a passé 2 jours incapable de formuler ses sentiments. Il y avait une culpabilité, vive et chirurgicale, pour les choses non dites et les messages sans réponse. Puis, l'après-midi du 3e jour, alors que Caleb était assis dans son lit, regardant par la fenêtre le ciel gris de l'Iowa, la porte s'est ouverte lentement. Violet est entrée. Elle portait une robe blanche avec de petites fleurs brodées sur le col, ses boucles attachées en une queue de cheval de travers, comme si elle avait essayé de la faire elle-même. Ses grands yeux bruns étaient identiques aux siens. Elle s'est arrêtée à l'entrée comme pour mesurer la distance jusqu'à l'homme dans le lit. Elle a regardé son visage aminci et les marques laissées par les tubes. Elle est restée silencieuse un long moment. « Violet » a dit Caleb, la voix brisée. Elle a couru vers lui, grimpant sur le lit avec une agilité maladroite, étudiant son visage avec un sérieux qui semblait plus vieux que ses 4 ans. « Tu dormais? »« Oui, a-t-il dit, mais je suis réveillé maintenant. »« Chloé a dit que tu te réveillerais, a dit Violet avec une conviction absolue. Elle le disait tous les jours. Caleb a cligné des yeux. « Chloé. »« Chloé, a confirmé Violet avec la douce patience que les enfants ont pour les adultes lents. Elle est dehors. À cet instant, Caleb a regardé la porte et a vu, debout dans le couloir comme si elle n'était pas sûre d'être invitée à entrer. Une femme qu'il a mise une seconde à l'identifier, cheveux noirs en chignon bas, un simple chemisier en coton, les mains jointes devant elle. Elle le regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Ce n'était pas seulement du soulagement, c'était quelque chose de plus profond. Chloé Taylor, la femme de ménage. Il a essayé de reconstruire ce qu'il savait. Un nom sur des papiers de service, une présence dans un couloir. L'après-midi du vase. Elle est entrée lentement dans la pièce. « Monsieur Foster, a-t-elle dit, sa voix calme et maîtrisée. Je suis contente que vous soyez réveillé. » Caleb l'a regardé, puis a regardé Violet, qui avait posé sa tête sur son épaule avec une familiarité absolue. Mais il a remarqué que cette familiarité avait une forme spécifique, un confort qui avait été pratiqué ailleurs. « Vous êtes resté avec elle? » Ce n'était pas une question. « Oui, »
a répondu Chloé. Pourquoi? Chloé est restée silencieuse un moment, a regardé Violette, puis Caleb avec des yeux qui portaient une année entière de vérité non dite. Parce qu'elle avait besoin de moi, a-t-elle dit simplement. Caleb a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la gratitude. C'était quelque chose pour lequel il n'avait pas encore de nom, mais c'était réel d'une manière que peu de choses dans sa vie avaient jamais été. La convalescence de Caleb a été longue et exigeante, et quantum. Il y avait une grande différence entre savoir intellectuellement que cela prendrait du temps et vivre ce temps dans un corps qui avait oublié comment marcher. Il est rentré chez lui en fauteuil roulant, le cœur lourd d'une attente qu'il ne pouvait nommer. Le manoir était la même structure physique, le marbre, le lustre, les jardins, mais quelque chose avait changé. Il l'a identifié lentement. Il y avait de la vie là, maintenant. Ce n'était pas la vie de showroom d'avant, où tout était parfaitement agencé et éclairé. Maintenant, il y avait des dessins de papillons collés sur le réfrigérateur, avec du ruban adhésif à des hauteurs irrégulières. Il y avait une basket orange à scratch glissée sous un canapé en cuir italien. Il y avait une boîte de crayons de couleur ouverte sur la table en bois massif. Il y avait l'odeur de la nourriture faite maison. Pas les plats à emporter qu'il avait l'habitude de commander, mais de la vraie nourriture qui remplissait la maison. Et il y avait Violette, qui avait fait de la table de la cuisine son territoire artistique personnel. Elle le saluait chaque matin avec un nouveau dessin, livré avec la solennité d'un chef-d'œuvre. C'est moi, a-t-il demandé un matin, en regardant une silhouette horizontale dans un rectangle, avec des roues et un soleil jaune au-dessus de la tête. C'est toi qui dors avec le soleil qui sort de ta tête, a expliqué Violette, parce que maintenant tu es réveillé et tu vas être heureux à nouveau. La confiance dans cette déclaration était absolue. Caleb a regardé le dessin pendant un long moment. Chloé se tenait près de l'évier et il a remarqué qu'elle souriait d'un petit sourire contenu. Il a commencé à prêter attention à Chloé Taylor d'une manière qu'il ne l'avait jamais faite auparavant. Pendant sa convalescence, l'observation était tout ce qu'il avait. Elle se réveillait devant tout le monde, son corps entraîné par la nécessité. Il entendait ses pas silencieux dans le couloir, le son de quelqu'un qui avait appris à se déplacer sans prendre de place. Il sentait le café qu'elle préparait, qui était devenu la première bonne chose de ses matinées. Il la regardait donner le petit déjeuner à Violette avec une patience qu'il trouvait impossible à comprendre. La fillette avait des phases, changeant d'avis sur le pain grillé 3 fois. Chloé négociait avec un calme qui semblait surnaturel, jusqu'à ce que Caleb réalise que ce n'était pas seulement du calme, c'était de la présence. Elle était entièrement là avec Violet, ses yeux jamais sur un téléphone ou une liste de choses à faire. Il a vu Chloé s'asseoir par terre et aider Violet avec ses lettres. Il l'a vu inventer des jeux avec de vieilles boîtes en carton et du ruban adhésif, transformant l'une d'elles en une maison de poupées qui a occupé Violet pendant 3 heures. Il l'entendait fredonner des chansons douces du sud de l'Iowa en pliant le linge, des chansons qu'il ne connaissait pas. Un après-midi, il était sur le porche dans son fauteuil roulant, l'odeur de la terre sèche dans l'air. Elle est passée avec un panier de linge et il a demandé « Comment faites-vous » Elle s'est arrêtée. Faire quoi spécifiquement? Tout, avec ce calme. Chloé a posé le panier et a regardé le jardin. J'ai appris très tôt que se plaindre ne règle rien, a-t-elle dit. Alors j'ai appris à faire. Mais vous n'étiez pas obligé de faire tout ça, a dit Caleb. Chloé l'a regardé. Quand elle a refermé ses doigts sur ma main cette première nuit, j'ai su que je ne pouvais pas partir. Caleb est resté sur le porche longtemps après son départ. Il a pensé au nombre de fois où il était passé devant elle au cours des 3 dernières années, sans jamais la voir comme une personne avec une histoire ou une capacité d'aimer. Quel genre d'homme avait-il été? Il avait été un homme qui croyait que les gens étaient des extensions de sa vie, pas des vies à part entière. Il avait pensé que bien payé était suffisant. Il avait été un mari qui avait échoué et un père physiquement présent, mais émotionnellement absent. Il voyait cet accident comme une seconde chance, pas pour réparer les choses avec Marilyn, mais pour être différent. Il a commencé à chercher des moyens de parler à Chloé C, posant des questions sur Violet. Elle répondait directement, sans les artifices sociaux que les gens utilisent quand ils ne font pas confiance à l'espace pour dire la vérité. Une nuit moite incapable de dormir, Caleb est allé dans la cuisine à 2 heures du matin. Chloé était assise à la table avec une tasse de thé et un livre usé.
La faible lumière du placard illuminait la moitié de son visage, rendant la scène calme et complète. Elle a été surprise, mais s'est vite ressaisie. Vous n'arrivez pas à dormir? A-t-elle demandé. Non. Il s'est assis en face d'elle. Qu'est-ce que vous lisez? Elle a montré la couverture, un roman d'amour à la couverture délavée. Ma mère me l'a donné quand j'avais 18 ans. Je l'ai lu 5 fois. Il doit être bon. C'est le seul livre dont je suis sûr qu'il est bon parce que je connais la fin. Et mon cœur bat toujours vite au même passage. Il a ri, d'un rire sincère. Elle a semblé surprise, et il a réalisé qu'il n'avait jamais ri comme ça devant elle. Il est resté avec elle jusqu'à 3 heures du matin pendant qu'elle lui racontait l'histoire du livre. Un conte d'amour impossible et d'une sécheresse qui a duré des années. Il y avait quelque chose dans sa façon de raconter qui lui appartenait, pas seulement au livre. Pourquoi l'aimez-vous tant? Parce que dans le livre, à la fin, il revient et elle n'a jamais cessé de croire. Caleb a réfléchi à cela. Vous ne cessez jamais de croire aux choses? J'ai arrêté de nombreuses fois, a-t-elle dit en le regardant dans les yeux. J'ai appris à recommencer. Il y avait toute une vie dans cette phrase qu'il ne connaissait pas encore. Il n'a pas pensé à ses affaires ou à ses réunions cette nuit-là. Il n'a pensé qu'à elle. La confrontation avec Eleanor a eu lieu un samedi matin, 3 mois après son retour à la maison. Eleanor est arrivée avec Fiona Quinn et un dossier de documents. Elle a annoncé qu'il était temps de régulariser la situation de Chloé avant que les choses ne se compliquent. Caleb était dans le salon, debout sans ses béquilles. Elle peut rester en tant qu'employée de maison déclarée, a dit Eleanor, avec tous les droits légaux, mais cette ambiguïté doit cesser. Elle occupe un rôle qui n'est pas le sien. Caleb l'a regardé. Quel rôle pensez-vous qui n'est pas le sien? Caleb, pendant que tu étais dans le coma, qui sait ce qui s'est passé? Elle n'a pas été payée pour ça. Elle laisse rester parce qu'elle le voulait, a dit Caleb, la voix froide. Elle laisse rester et s'est occupée de Violette comme si c'était la sienne. Et tu as essayé d'emmener ma fille 2 fois. Je sais tout, Eleanor. Chloé Taylor ne va nulle part. C'est sa maison. Eleanor est partie et le silence qui est resté était différent. C'était le silence de quelque chose de final qui avait été dit. Caleb a entendu des pas légers. Chloé est apparue dans l'embrasure de la porte. Vous avez entendu une partie. Alors vous savez ce que j'ai dit. Elle était silencieuse. Une rare vulnérabilité se lisait dans son expression. Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais que non. Il s'est approché d'elle. Vous m'avez rendu ma fille, mais vous m'avez aussi rendu quelque chose en moi que je ne savais pas avoir perdu. Chloé l'a regardé avec ses yeux profonds. J'ai peur de croire en des choses qui ne sont pas pour moi. Il a tendu la main en attendant. Avec la lenteur de quelqu'un qui prend la décision la plus importante de sa vie, elle a posé sa main dans la sienne. Il a refermé ses doigts. Les mois qui ont suivi ont été les plus honnêtes de la vie de Caleb. Il a appris qu'être présent, ce n'était pas seulement être là. C'était écouter et se montrer. Il a ignoré les chuchotements de ses associés qui suggéraient des manières plus discrètes de remercier une employée dévouée. Il leur a dit qu'elle n'était pas une employée. Elle était la femme qu'il aimait. Il était là quand Violette avait de la fièvre à 3 heures du matin, partageant les soins avec Chloé. Il est allé avec elle dans le sud de l'Iowa pour rendre visite à la mère de Chloé, Teresa. La petite maison sentait l'adoucissant et le café. Teresa a regardé Caleb et a dit « Merci d'être venu ». Il a réalisé qu'il avait été approuvé d'une manière qu'aucun accord commercial ne pourrait jamais égaler. 1 an après l'accident, Caleb Foster se tenait dans son jardin sans fauteuil roulant ni canne. C'était un samedi d'octobre et la pelouse était décorée de fleurs que Violet avait cueillies partout. Il n'y avait pas de liste d'invités prestigieux, juste quelques amis proches, la mère de Chloé et le docteur qui l'avait sauvée. Violet, maintenant âgée de 5 ans, a pris son rôle de demoiselle d'honneur très au sérieux, portant un bouquet de fleurs froissées dans ses mains. Chloé portait une simple robe blanche, ses cheveux lâchés pour la première fois que Caleb les voyait ainsi. Alors qu'elle marchait vers lui, Caleb a senti un serrement dans sa poitrine qui était le contraire de la douleur. C'était tout ce que le cœur pouvait contenir. Chloé s'est agenouillée au niveau de Violet pendant la cérémonie. Violet a chuchoté fort. « Est-ce que tu vas être ma vraie maman maintenant? » Le jardin est devenu silencieux. Chloé a regardé dans ses yeux bruns. « Je le suis déjà. Je suis ta maman depuis le début. »
Elle a accepté les fleurs froissées et Caleb a eu l'impression de regarder la chose la plus vraie qu'il ait jamais vue. Le juge a terminé les mots et ils étaient officiellement une famille, non par le sang, mais par le choix. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon de l'Iowa, ils se sont assis ensemble, une famille construite sur les ruines d'une tragédie, découvrant que les plus belles récoltes sont celles que l'on ne prévoit jamais de semer. Caleb a regardé sa femme et sa fille et a réalisé que, s'il avait autrefois possédé la terre, il comprenait enfin ce que signifiait réellement lui appartenir. En se tenant là, à regarder les ombres des chênes s'allonger sur l'herbe, on ne peut s'empêcher de réfléchir à la nature de la vie et aux étranges chemins sinueux qu'elle emprunte pour nous amener là où nous sommes censés être. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu de nombreuses années, nous savons que les grands projets que nous faisons dans notre jeunesse se brisent souvent contre la réalité du monde, nous laissant ramasser les morceaux et nous demander si quelque chose peut être fait des décombres. Nous apprenons parfois, à travers une grande douleur, que les mesures du succès que nous tenions autrefois pour si cher, les titres, les grandes maisons et l'accumulation de choses, ne sont que des coquilles fragiles qui n'offrent aucune chaleur lorsque la nuit devient froide. La vraie richesse d'une vie se trouve dans les moments calmes de présence, dans la main qui reste quand elle a toutes les raisons de lâcher. Nous voyons dans le choix de Chloé la plus haute forme de dignité humaine, la volonté d'être vue et de servir sans la promesse d'une récompense. Dans un monde qui exige souvent un contrat pour chaque gentillesse, il y a une sainteté profonde dans la personne qui reste simplement parce qu'on a besoin d'elle. Cela nous rappelle que l'amour n'est pas un sentiment qui nous frappe comme la foudre, mais une série de petites décisions quotidiennes de se montrer, d'écouter et de tenir l'espace pour le chagrin d'un autre jusqu'à ce qu'il puisse devenir un souvenir. Pour les aînés parmi nous, nous reconnaissons que l'héritage que nous laissons n'est pas écrit dans la pierre ou sur des comptes en banque, mais dans le cœur de ceux que nous avons nourris quand ils étaient trop petits ou trop brisés pour prendre soin d'eux-mêmes. La vie nous apprend qu'il n'y a pas de manière correcte de former une famille. Une famille n'est pas simplement une question de hasard biologique. C'est un sanctuaire construit brique par brique avec le mortier des repas partagés, des histoires chuchotées et le courage d'affronter la vérité ensemble. Quand Caleb s'est réveillé de son long sommeil, il n'a pas seulement retrouvé la santé, il a retrouvé la vue. Il a vu l'invisibilité de ceux qui servent et, ce faisant, il a trouvé sa propre humanité. C'est la leçon que nous devons emporter avec nous, qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux, pour changer nos cœurs, et pour reconnaître la beauté qui se tenait dans le couloir depuis le début, attendant que nous la remarquions. Les arbres les plus résilients sont souvent ceux qui ont poussé de travers contre le vent. Et les amours les plus durables sont ceux qui sont nés sous la pluie et ont refusé de se tarir quand le soleil est enfin arrivé.